Bonjour Théo, comment vas-tu? Salut, En ça forme? va bien toi? Oui, super, super. Écoute, merci d'être là, merci d'avoir pris le temps de partager avec nous tes connaissances, tes compétences et même ton aventure entrepreneuriale. Ce que je te propose, c'est déjà ce que je commence à avoir l'habitude de faire, c'est de laisser la personne en face de moi se présenter. Donc, je vais te poser la première question, c'est comment tu aimes qu'on te présente? Comment on aime que je me présente? Est-ce Du que coup, je vais c'est dire que j'aime bien. entrepreneur? Est-ce que c'est, je ne sais pas, fondateur? Ouais, non. Ok, bah moi j'aime bien qu'on me présente comme Théo Lyon, 23 ans, je sais pas, aîné d'une famille de 4 enfants. Ok. J'aime mes parents et mes frères et sœurs. Non, non, mais sinon, disons étudiant à HEC et entrepreneur, disons. Voilà. Je suis actuellement donc CEO d'une boîte qui s'appelle Kodak, qui est une agence Facebook et Instagram Ads. On est spécialisé nous en e-commerce. Donc, on Top. a des marques à scaler sur leur publicité Facebook, en fait. Souvent, il y a un problème sur Facebook, c'est que plus on augmente le budget, plus c'est compliqué d'avoir du ROI. Ouais. Nous, on les aide à casser ce plafond de verre-là avec deux leviers, la maîtrise technique et la production de créa. Voilà, donc ça, c'est pour le pitch de Kodak. Et sinon, en parallèle, je suis étudiant à HEC. Je suis en dernière année de master, où Ok. je fais un master entrepreneuriat en partenariat avec l'X. Et Top. voilà, du coup, je gère les deux au quotidien. Et ça a démarré quand, du coup, Kodak? Alors, les statuts, j'ai revérifié il n'y a pas longtemps, j'ai mis les statuts, je crois, en fait, qu'en avril de cette année. Mhm. Avant, moi, j'ai fait du freelance quand même pendant 1 an et demi où j'étais du coup pareil spécialisé Facebook, Instagram Ads. Top. Du coup, de fil en aiguille, ça a grossi et je peux plus m'occuper de tout seul. Donc, c'est là où Ouais. j'ai créé le truc en avril. Tu as des Mais en vérité, cofondateurs dans cette non, aventure j'ai pas ou de tu... cofondateur. Ok. Je vais faire rentrer un de mes gars Partenaire. ouais, au capital. Mais non, Top. j'ai fondé le truc tout seul en avril de cette année. Une belle histoire. Et comment tu as découvert ta passion pour les réseaux, pour Facebook Ads? C'était une passion ou plus une expertise? Comment ça a démarré? Ouais, le truc qui m'a vraiment. En fait, j'ai commencé, moi, du coup, comme je te disais, j'ai pris 2 années de césure. Donc, pendant ma deuxième année de césure, pendant la fin de ma première année de césure, mon second stage, je suis parti en Australie en agence. Cool. C'est une agence qui s'appelle Effilab, d'ailleurs, qui est très connue en France, un peu moins en Australie. Le stage, je suis allé là-bas parce que j'ai kiffé bien le marketing digital à la base. J'ai pas du tout kiffé le stage là-bas. Ok. Je devais rester 6 mois, je suis parti, je suis resté 3 mois et je suis rentré en France. Pourquoi? Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, la structure était hyper. Moi, je m'épanouis très très mal. C'est un truc personnel dans les structures très cadrées. C'est pour ça que je pourrais Ok. jamais faire du conseil ou de la finance ou des trucs comme ça. Je serais très très mauvais. Et c'est le problème, c'est que dans cette agence, j'étais très très mauvais. J'étais nul. J'étais un poids, j'étais un boulet terrible. Parce que je Ok. ne m'épanouissais pas du tout. Mais par contre, il y a un truc que j'ai kiffé, c'était le défi technique autour de Facebook Ads. Tout le truc, parce que c'est une plateforme. Enfin, moi, c'est ça. Le premier truc qui m'a intéressé dans ce truc-là, c'est la partie technique data de Facebook, que j'ai trouvé grave sympa et que je voulais pousser. Comment tu as surmonté cette partie, entre guillemets, échec, en se disant je suis pas bon, je sais pas qu'est-ce que je fais ici, mais en même temps tu sais que tu étais bon dans la partie marketing, enfin Facebook Ads, etc. Ouais. Alors, ce qui est Euh, marrant, c'est que ouais, ben, là-dessus, en fait, j'ai refait, je me suis très mal épanoui dans cette agence, mais après, j'ai refait exactement la même chose, en fait. J'ai créé une agence de marketing, et tout pareil. Sauf que, je sais pas, il y a un truc que je me dis, c'est qu'en fait, c'est ce qui est super important, c'est d'avoir du sens dans ton projet. Et en fait, c'est pas tant les tâches qui sont importantes que tu fais au quotidien, c'est plutôt pourquoi tu les fais. Donc là, tu vois, typiquement, à mon stage à moi, il ouais, m'aurait demandé de sortir une poubelle. J'aurais pété un câble, vous vous foutez de ma gueule, sortir une poubelle, ça va pas. Là, je dois sortir une poubelle pour augmenter le chiffre d'affaires de ma boîte. Tu vas me voir faire des allers-retours, je vais sortir toutes les poubelles qu'il faut et avec le sourire. ouais. Donc, tu vois, Ça change ta mentalité en fait, comment ouais, tu vois c'est les choses. ça. Ouais. C'est quoi aujourd'hui ta définition du marketing, de la publicité, enfin, qu'est-ce qui a changé et comment tu vois les choses par rapport il y a 20 ans? Alors, le parallèle que je peux faire avec Facebook Ads, le truc, parce qu'en fait, la notion, tu vois, de marketing, elle a un peu été oubliée dans Facebook, parce que comme c'est un levier qui était hyper data orienté, tu vois, les mecs qui sont forts en Facebook Ads Publicité, sont pas quoi. des Ouais. marketeurs. Ouais. Ce sont des mecs qui à la base, enfin, historiquement, sont dans la data, tu vois, qui font trouver les petits hacks ou les trucs comme ça, même si maintenant ça a Ouais. complètement changé, c'est plus comme ça. Ok. Et donc, je dirais que le marketing, là, il est en train la façon dont je vois le truc, hein, depuis mon point de vue, c'est qu'il est en train de pas mal de revenir, parce que comme Facebook, il y a des changements sur la plateforme qui font que l'algorithme est en train de devenir très fort. En fait, c'est en train de devenir un média comme un autre, où il faut être fort en marketing, tu vois, où il faut juste Ouais. être fort en marketing et en publicité. Donc, Ok. marketing, tous les moyens qui te permettent d'établir une marque, et publicitaire, les moyens qui te permettent de la diffuser pour le moins cher possible et avec le plus de résultats. Et donc, le secret sur Facebook, c'est de te dire, OK, bah maintenant, il faut que tu produises plus de créa que tout le monde, plus de publicité que tout le Ok. monde.
Et là, les gens, ils vont dire non, mais moi, je préfère faire une bonne publicité et tout. Donc, tu vois, ce truc-là, je n'ai pas peur. C'est le secret de Kudak, mais je peux le dire à tout le monde. Vas-y, bah, tiens. Et je sais qu'on produit plus de créa et des meilleurs créas que plein de gens, juste parce qu'on l'a compris. Okay. Alors, ce qu'a changé Facebook au démarrage, c'est ça qui a fait que c'est devenu la régie Facebook Ads, tu vois, le truc aussi gros, c'est que ça a permis l'ultra targeting, tu vois. Tu pouvais maintenant, c'était révolutionnaire à l'époque, cibler des gens selon leur centre d'intérêt, tu vois, c'est un truc de malade. Enfin, tu peux avoir un truc, mec qui kiffe le tennis, tu lui montes une raquette de tennis. Avant, tu pouvais jamais faire ça en télé, dans les journaux. C'est vrai. Tu pouvais avoir des journaux spécialisés. Ils ont fait ça de manière peu chère. C'est-à-dire qu'au démarrage, quand Facebook est sorti, ça coûtait que dalle, vraiment. Et donc, c'était un moyen hyper facile. Tu vois, en gros, ils ont facilité l'accessibilité et l'efficacité du truc. N'importe qui peut aller sur Business Manager, se créer un compte, ça prend 5 minutes. Tandis que passer en télé ou passer dans un journal, bon courage, et ça coûte plus cher. Ouais, et donc, accessibilité pratique et de prix, en fait. Et efficacité, donc le truc ultra targeting. Et ça, c'est un truc notamment qui est totalement en train de changer. Parce que là où ils ont donné la possibilité de l'ultra targeting Facebook, et en fait, la proposition de valeur qu'ils disaient, c'est OK, on te le met à disposition. Et maintenant, ce qui change, c'est qu'ils sont en train de le faire pour toi à la place. Donc, ils veulent le rendre, ils poussent l'accessibilité, qui est le deuxième point dont je te parlais. Oui. Mais pour pousser l'accessibilité, il faut que la partie technique soit réduite le plus possible, pour que ça soit accessible à plein de monde, en fait. Parce que sinon, c'est une putain de barrière à l'entrée. Ouais, donc, c'est pour ça que le métier est en train de changer. Et pourquoi uniquement en e-commerce, en fait je pense que tout type de business peut profiter de ce que vous faites, en fait, chez Kudak, en tout cas. Ouais, alors c'est vrai. Par contre, il y a des expertises qui sont assez différentes selon les métiers que tu as. C'est pas du tout pareil. Par exemple, sur Facebook, tu as des expertises différentes. J'en ai 3 en tête, parce que j'en oublie. Donc, tu as l'e-commerce, tu as cette notion de gros catalogue produit, de parcours client, lifetime value. Tu as la génération de leads, où là, c'est très différent. Le premium est beaucoup plus dans les landing pages, dans les lead forms, les trucs comme ça. Et tu as l'autre que je vois, c'est les applications qui veulent générer des downloads. Donc, nous, on a cherché à maîtriser l'e-commerce dans un premier temps pour vraiment, parce qu'il y a des grosses problématiques de structure de campagne sur les e-commerçants, maximiser la lifetime value des gens. Et donc, c'est pas un truc qui est facile à maîtriser au démarrage. Donc là, c'est bon, on l'a maîtrisé. Et là, on commence à s'étendre. Bon, c'est pas encore officiel, mais on accompagne des apps. Donc, on aide des apps à générer des downloads et surtout à générer de la valeur derrière, des abonnements payants selon les business models. Et donc, ouais, en effet, je pense que c'est super important de se focus au démarrage. C'est encore une fois, c'est compliqué d'être bon partout. C'est vraiment compliqué. Donc, en ayant une expertise, non seulement tu es plus performant et en plus, tu es plus clair dans la tête des gens. Tu vois, je suis le mec qui fait Kudak et on fait de la pub Facebook Ads pour les e-commerçants et j'ai que des e-commerçants qui me contactent. Ok. Et du coup, je pense que tu entreprends depuis jeune âge un peu et je voulais savoir ta notion avec le risque. T'as pas peur que tout ça tombe à l'eau? Enfin, tu es encore étudiant, je sais pas, ta famille, ton entourage, qu'est-ce qu'ils en pensent de toi démarrer un job, même une aventure entrepreneuriale, c'est même pas un job, en même temps que tes études, quoi. Donc, ouais. Alors, ouais, donc du coup, sur la partie, moi, pour mon entourage, j'ai la chance d'avoir mon père qui est entrepreneur aussi. Donc là-dessus, ils vont pas flipper de me voir monter une boîte. Ça, c'est le truc. Donc, ça va. Et après, par contre, sur les risques, je sais pas, on prend des risques en montant une boîte, mais pour moi, c'est des risques. Au pire, ta boîte, elle foire. Je suis encore étudiant, je vais retrouver un taf. Je sais, ça, c'est le luxe. Comme j'ai fait HEC, j'aurais pas trop de soucis, a priori, à trouver un taf. Donc, dans lequel je m'épanouis vraiment que celui que j'ai actuellement. Mais, tu vois, genre, je sais pas, j'ai pas l'impression que moi, je vois pas le risque. Donc, j'ai pas peur que ça se foire. Ça veut pas dire que ça peut pas se foirer. Une des questions que je pensais à propos de poser, c'est qu'est-ce que tu entends que TikTok aujourd'hui, et je t'ai pas entendu parler de ça du tout. Et est-ce que tu penses que ça peut remplacer Instagram parce que tout le monde en parle et surtout Gary Vee, il en parle souvent de ce sujet-là. Ouais, alors sur la partie future, moi je suis très mauvais pour prédire le futur, je suis nul, donc je vais pas m'avancer sur la partie future. Par contre, au présent, là, ce qu'on peut faire sur TikTok, c'est assez dingue. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que le reach organique, donc la portée que tu atteins quand tu n'as pas de followers, sans pub, est incroyable. C'est un truc de ouf. Tu peux avoir aucun abonné, mais j'ai fait une vidéo qui a fait 105 000 vues, je crois. Et par contre, le truc, c'est qu'il y a du reach organique. Le lien qui est moins évident, c'est les répercussions business, qui n'est pas encore hyper évident sur TikTok. Du moins pas pour une agence. Pour des marques e-commerce et tout, c'est trop bien. Tu publies sur TikTok. Moi, je dois quand même trouver des clients B2B. Donc au début, j'y croyais pas trop. Et puis après, j'ai reçu 2-3 leads par TikTok. Des gens qui m'ont dit, je t'ai connu sur TikTok. Mon cerveau a explosé. Je pensais pas que c'était possible. Putain, le mec me connaît par TikTok et des mecs hyper qualifiés, tu vois. Et c'est des gens, en fait, TikTok, faut le voir comme
c'est ta brand awareness. N'essaie pas de faire de la conversion sur TikTok. Après, les mecs, soit ils vont aller sur LinkedIn, ils vont aller sur YouTube, et après, ils vont t'appeler. Mais il n'y a jamais un mec qui a vu, ah putain, c'est un expert Facebook, il fait un petit TikTok où, je sais pas, il fait un vieux challenge de merde, je vais travailler avec lui. Et qu'est-ce que tu en penses de J'y croyais LinkedIn pas. d'ailleurs? J'ai vu que tu as un succès qui Ah, est magnifique. ça, par contre, LinkedIn, c'est de la magie. C'est vraiment de la magie Surtout pour noire. Ça le veut pas dire. B2B, on est d'accord. Hein. Ouais, c'est incroyable. Mais même pour le B2C, hein, et les gens, ils se bloquent et ils se disent B2C, non, non, il n'y a que des pros. Et enfin, comme si une personne était un particulier la journée et hop, ensuite ça devient un pro. Enfin, non, ça devient un particulier le soir et c'est un pro la journée. Les mecs, c'est les mêmes mecs. Hein. Donc tu vas les toucher. Et donc, ouais, non, sur le B2B, c'est incroyable parce que même chose, tu as un reach organique qui est dingue, qui est moins bien que sur TikTok, mais qui est quand même très dingue pour toucher des personnes très qualifiées. Et si tu fais une bonne stratégie de contenu sur LinkedIn, tu peux exploser assez rapidement. Tu vois, ça prend 2-3 mois d'avoir des résultats. Quand sur une autre plateforme, YouTube, ça prendrait 6 mois ou même 1 an. Et sur Instagram, c'est quasiment impossible. C'est quoi une bonne stratégie de contenu? Ouais, pour LinkedIn. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le fond de ce que tu racontes et les codes LinkedIn. Je pense ce qui intéresse les gens, c'est comme à chaque fois moi sur Facebook, c'est les hacks, tu vois, les codes LinkedIn. Donc, je peux vous donner les codes LinkedIn. Ce qui fonctionne mieux, c'est les posts textes. Vous pouvez aussi faire des posts qui demandent des commentaires. Vous échangez, vous faites un document qui a de la valeur et vous dites, OK, bah, si tu veux le recevoir, tu fais un commentaire. Comme ça, bon, ça partage à plein de gens. C'est des trucs qui font plein de reach. Ouais. Concentrez-vous sur les posts textes, sur les 2 premières lignes de votre texte, qui sont votre accroche et sur lequel, en fait, le but, c'est que la personne clique sur voir plus. Quand elle a cliqué sur voir plus, ça augmente ce qu'on appelle le dwell time sur LinkedIn. Et donc, du coup, ça montre votre post à plein de gens. Que dire d'autre? Vous pouvez mettre des liens dans les posts. Il y a plein de gens qui disent qu'il faut les mettre en commentaire. Et les vidéos sur LinkedIn? Les vidéos sur LinkedIn, alors, ça reach beaucoup moins que les gens. Moi, pour donner une moyenne sur un post écrit, je fais à peu près… Les bons posts font 30-40 000 impressions. Et mes vidéos sur LinkedIn font 2000 vues. 2000, 3000 vues. Donc… Mais après, est-ce qu'on peut vraiment comparer une impression à une vue? Je suis pas sûr, mais ce qui est sûr, c'est que mes vidéos se situent plus bas dans mon funnel. En fait, c'est un mec qui m'a connu par un gros post qui a fait beaucoup de reach, un truc un peu général. Et après, il voit une vidéo, il voit que je sais à peu près de quoi je parle. Et donc là, il veut m'appeler. C'est pour ça que je continue à en faire, même si ça reach moins. J'aime bien. Moi, j'ai commencé beaucoup. Moi, le format avec lequel j'ai commencé, c'est les carousels, où je faisais un petit doc avec une problématique, comment je peux améliorer ton ROI sur Facebook. Et il y a 4-5 astuces. Tu sais que tu fais défiler comme ça. Ça marche pas mal. En termes de… Parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est l'idée générale, c'est comme tout le contenu, c'est qu'il faut donner de la valeur avec tous les moyens que tu as à ta disposition. Si un jour tu t'écartes de cette… voilà, Gary Vee, c'est ça. Si un jour tu t'écartes de cette maxime, de cette North Star, tu vois, tu vas faire aucune vue. Parce que tu n'intéresses personne, les gens n'ont rien à foutre de toi. Et même quand tu proposes de la valeur, les gens, tu disparais, ils n'en ont rien à foutre. Donc, faut garder ça en tête. Tu vois. Pour attirer l'attention des gens, c'est pas facile et leur donner de la valeur. Après, ils te le rendent pas. Tu vois. Quand tu leur donnes beaucoup de valeur, ça, en général, ça revient. La machine est bien faite. Et à ton avis, c'est plus fort de travailler, parce que tu en as parlé de ça par rapport à Justine, sur Respire. C'est plus fort de parler d'une marque personnelle ou de développer. Enfin, si un entrepreneur il ne souhaite pas, comme toi, tu es à l'aise à la vidéo, tu es à l'aise à écrire, etc., mais il ne souhaite pas parler de lui-même, par exemple. Ouais, bah. Au démarrage, alors j'ai pas toujours été à l'aise en vidéo. C'est pour ça que j'ai commencé par des carousels. Au début, c'est quand même un gros cap. Commencer par de la vidéo, c'est chaud. Donc, commencer par ce qui est bien avec LinkedIn, je reviens sur LinkedIn, mais commencer avec des posts textes. Et Justine, ce qu'elle a très bien fait, c'est qu'elle a une marque qui est incroyable. Son storytelling est super fort. Et le vrai avantage, en fait, de publier depuis une page personnelle, c'est que tu vas reach. Donc, ta portée sera beaucoup plus grande que sur une page pro. Et ça, peu importe les réseaux, quasiment. Bon, sauf sur Instagram où c'est égal, les deux reachent rien du tout. Quelles sont les portes qui t'ont ouvert? Est-ce que tu penses que aujourd'hui l'éducation, que ce soit en France ou en règle générale, est-ce que tu avais besoin de toute l'éducation universitaire que tu as fait pour aboutir à ton projet aujourd'hui? Alors, ma réponse de but en blanc, ça serait non. Mais je pense qu'il y a aussi un truc, c'est que je suis pas conscient. Il y a plein de trucs inconscients qui m'ont été donnés par le fait d'avoir fait une école de commerce. Donc, je suis pas conscient et que je pourrais pas te dire ça m'a apporté ça, ça, ça et ça. Je sais que ça m'a mis dans un univers où j'étais avec des gens qui, pas forcément des entrepreneurs, mais des mecs qui sont intéressés au moins par faire fonctionner un business, comment ça fonctionne les trucs. Je peux pas dire avec 100% de confiance que j'aurais monté les trucs tout pareil si j'avais pas fait mon école de commerce. Mais l'autre phase du discours, c'est que si vous n'avez pas fait l'école de commerce, c'est en aucun cas un frein. Vous ne croyez pas qu'il y a un seul truc en école de commerce qu'on apprend qui ne s'apprend nulle part d'autre. Maintenant, toutes les meilleures connaissances sont sur… Mais il n'y a pas de règles. Tout est disponible. C'est pas les projets en général. Ouais, ok. Le premier truc, c'est qu'on va déjà essayer de prendre un peu plus d'app pour s'ouvrir un peu au-delà de l'e-commerce. Et après, on est pas mal en train de se pencher sur la partie de trouver une partie scalable à Kodak. Donc, un truc qui ne dépend pas moins de notre temps, parce qu'on est comme une agence, donc on est limité toujours par
les heures de la journée. Ouais. Donc, et surtout parce que je me rendais pas compte que c'était forcément un problème jusqu'à ce que j'ai eu il y a pas longtemps du coup Grégoire Cambato au téléphone qui m'expliquait qu'il y avait ce qu'il appelle la vallée de la mort quand tu dépasses 7-8 personnes. Grégoire Cambato, c'est le CEO de Germinal, je sais pas pour ceux qui connaissent pas. Il m'a dit qu'il y avait un truc qui s'appelait la vallée de la mort des agences. C'est en fait quand tu dépasses 7-8 personnes, tu dois commencer à embaucher des managers. Donc tu dépenses plus d'argent, mais ta rentabilité n'augmente pas. Donc en fait, ta rentabilité au début, elle fait comme ça. Et après, tu embauches des managers, elle fait comme ça. Et après, tu dois trouver. Et il dit que le truc pour te débloquer, c'est d'aller signer des gros comptes et donc gagner des appels d'offres. Et tant que tu n'as pas gagné ces appels d'offres, tu as une vieille rentabilité de merde. T'embauches, mais tu n'es pas plus rentable. Et donc, on s'est typiquement posé la question de se dire est-ce qu'on a envie de rentrer dans cette vallée de la mort? Est-ce qu'on ne s'arrêterait pas juste avant? On fait un petit produit. Donc là, on a plein de projets produits qui sont dans les tuyaux. Ça marche. C'est qui l'entrepreneur qui t'inspire le plus, que ce soit en France ou international? C'est Oussama Hamar. À part Gary Vee. C'est Oussama. Ouais. Ah ouais. Tu écoutes ce qu'il fait, etc. Beaucoup trop d'ailleurs. Beaucoup ouais. trop. J'ai beaucoup trop écouté ce qu'il faisait. J'ai regardé toutes les vidéos de Family à peu près 3 fois. Donc, je te laisse le mot de la fin. Enfin, ce que tu as envie de dire, de quoi tu as envie de parler, tu fais ce que tu veux. Merci à tous, c'était grave top cette petite interview. Si vous voulez me suivre, du coup, un petit appel à l'action, n'hésitez pas. Je suis du coup sur LinkedIn, YouTube et TikTok et Instagram aussi, pardon. C'est soit Théo Lyon, soit Théo Le Lyon. Vous me trouverez sans problème sur tous les trucs. Voilà, si vous voulez. Je vais mettre un lien pour tous les éléments dans le descriptif, t'inquiète pas.